Notre prochain intervenant est M. Aziz El Amrani. Aziz est un docteur en médecine et en sciences médicales, en endocrinologie et immunologie, si je ne me trompe pas. Et il est aussi professeur d'université et créateur de l'approche matricielle. Aziz va nous parler du principe fondamental de la vision matricielle qui structure en fait la totalité de l'embryogenèse. Mesdames et messieurs, Aziz El Amrani. Bonsoir mes amis. On a beaucoup parlé des choses de ce monde. Le nombre d'or, mon ami Bobola a fait un exposé magique. Et les autres aussi. Moi, je vais faire un petit peu l'inverse. Je vais retourner vers le soi, l'intériorité. L'approche matricielle part du principe que l'intériorité est le reflet de ce monde extérieur. Le nombre d'or est magnifique, mais on va voir qu'il a un double regard, le nombre d'or. Ce n'est pas aussi divin que ça. Tout dépend de la conscience qui va le gérer, qui va le structurer, qui va l'orienter, qui va le mettre dans sa guidance. Le nombre est un nombre. Il y a l'ombre dans le nombre. Et c'est un N qui transforme le nombre. Et le N, c'est le Noun en soufi. Et dans les lettres hébraïques, le Noun crée l'expansion, c'est-à-dire l'ombre qui va se mettre dans l'expansion, retrouve sa nature intérieure. Là, je vais essayer de vous faire voyager, mes amis, dans le nombre d'or intérieur, le nombre d'or intériorisable. Comment faire? Quel est l'élément prédominant de notre vie actuellement? Si on pose la question ici à chacun, quel est votre référentiel actuel? À quoi tu es en train de penser? Est-ce que ça te fait vibrer le nombre d'or? Si je parle du nombre, de la géométrie sacrée, d'abord, qu'est-ce que c'est que le sacré? Est-ce qu'on l'a encore, le sacré? Est-ce qu'il vibre en nous, le sacré? Ce sont des questions qu'on doit se poser. C'est bien. Je peux vous raconter des histoires. Là, j'ai préparé une histoire, l'approche matricielle. Mais ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans l'impulsion intime de la chose et de réveiller le potentiel intériorisable de la chose. Comment réveiller le potentiel nombre d'or, le sacré? Vous savez, le sacré, c'est quoi? D'une façon simple. C'est ce qui se manifeste d'une façon invisible. Dans le soufisme, on appelle ça le subtil, al-latif. Il se manifeste. Il est là, devant nous, à l'intérieur de chaque cellule, dans chaque impulsion, dans chaque verbe. Mais il est caché. Je dois retrouver ce qui est caché. Révéler l'invisible. Comment je peux faire? Moi qui est en train de souffrir les problèmes de ce monde, les problèmes de chaque jour. C'est beau, le sacré, mais où est-ce qu'il est maintenant? Chacun souffre. On peut dire que l'homme est dans un état de souffrance chronique, dans un monde difficile. Et c'est la projection de la conscience collective. Chacun ici est responsable de ce qu'on est en train de vivre. On est responsable, ensemble, mes amis. Comment faire pour transmuter cette souffrance? Si tu vous posez la question à un grand sage, vous lui dites, eh bien, c'est la souffrance qui règle ce monde, qui est l'alpha et l'oméga de ce monde. Il va te répondre, c'est Maya, c'est une illusion, ce monde. Ah bon? Ce monde est une illusion par rapport à son référentiel, mais on n'est pas dans son référentiel. Si je prends un référentiel trilogique, qui est notre monde, qui est basé sur 3 formes de lumière. Une lumière condensée, qu'on appelle la masse. Une lumière agitée, qu'on appelle le champ électromagnétique. La deuxième couche. Et une autre lumière
qui est la plus importante, la lumière réelle, et qui, elle, va vectoriser ce sacré, va vectoriser cette impulsion qu'on appelle le subtil. Et c'est ça ce que je dois chercher maintenant, au fond de moi-même. J'ai pris comme image, on a pris la main. La main avec les 5 éléments, les 5 microvortex. C'est très significatif, c'est le symbole de l'action aussi. Mais est-ce qu'on peut être dans l'action, l'agitation, tout en étant dans cette lumière réelle, appelée par la tradition aussi la lumière immobile? Est-ce que je peux être dans l'activité en étant intégré dans l'immobilité? Mon ami tout à l'heure, Bobola, a parlé de la particule et de l'onde. On peut dire que la particule est hyper agitée. L'onde est une interface entre la lumière réelle et la lumière agitée. Parce que dans la lumière réelle, ce n'est pas ondulatoire, ce n'est pas fréquentiel, ce n'est pas électromagnétique. Le monde réel, l'univers réel n'est pas structuré d'une façon électromagnétique. C'est la vision des soufis. Depuis longtemps, ils disent, écoutez, ce monde matriciel pervers qu'on appelle le monde du voile, il est la projection hologrammique. La projection hologrammique d'un champ électromagnétique. Et c'est pour ça que la science maintenant dit que ce monde est un hologramme interprété par un cerveau hologrammique. Donc on est des hologrammes. Le soufi dit oui, mais bien sûr qu'on est des hologrammes. Simplement, il faut traverser le potentiel hologrammique. Par quel mécanisme on va traverser ce potentiel? L'ovule est une cellule particulière. Dans la vision matricielle, l'ovule est un potentiel qui a fait une expérience extrêmement subtile. C'est l'ovulation, c'est-à-dire cette cellule a expérimenté le champ de tous les possibles, le champ point zéro. Donc c'est une cellule initiée pour arriver à cette fameuse dialectique des 3 feuillets. Et c'est le thème de cette petite conférence. L'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme. C'est une trilogie qui va se mettre en place pour structurer un être en 3 dimensions, activé, actualisé par le nombre d'or et la dynamique sacrée. Alors, dans cette vision, la dynamique sacrée, ce n'est pas un nombre, c'est un processus centré sur plusieurs nombres. Et ce processus, c'est une vectorisation structurée dans le mésoderme. Si tu prends ce mésoderme, qui va être le siège d'une activation cellulaire pour fabriquer le cœur, l'os, les organes de connexion, de reliance, eh bien, le mésoderme va être connecté à une conscience mésodermogène et qui est la base de la reliance depuis l'état fœtal. C'est-à-dire, on a une mémoire fœtale, très dynamique, qui va relier depuis le commencement, depuis l'état unicellulaire, la conscience mésodermogène et correspond à la dialectique du langage au verbe. Les travaux de René Thom, si tu prends la syntaxe, tu retrouves les 3 consciences. La conscience ecto, c'est l'objet. Vous voyez comment on l'a symbolisé? La conscience méso, c'est la reliance, c'est le verbe. Et la conscience endo, c'est le sujet, c'est l'ego. Et ça se met en structure verbale. C'est-à-dire que la dynamique de l'embryon, c'est une dynamique activée par la reliance, via la reliance, à travers la reliance. Et chaque mouvement embryonnaire structure une forme. Ce qui est intéressant
à voir ici, mes amis, c'est que les 3 feuillets embryonnaires bougent. En réalité, c'est 2 feuillets qui bougent. Ils sont en mouvement. L'ecto, qui structure l'objet phénoménal, il bouge. L'endo bouge. Mais pour relier, l'embryon ne peut pas relier dans l'agitation. C'est une loi cosmique. L'embryon ne peut relier que dans l'immobilité. C'est-à-dire que quand il bouge, il ne va pas bouger éternellement, il bouge, il s'active et il va rentrer dans un état de silence. Et dans le silence, le feuillet mésodermique va s'activer, c'est-à-dire la reliance. On retrouve quelque chose de magique ici. C'est que la reliance ne peut pas se faire en état agité. Quand je suis agité, je ne peux pas relier. Et la reliance, ça peut être symbolisé aussi par l'amour. C'est l'amour, la reliance. Les intentions, mes amis, quand on veut propulser une intentionnalité, si on utilise les verbes agités, les phrases agitées, ça ne peut pas marcher. Les intentions imposent le silence. Et c'est une mémoire fœtale, ce n'est pas une mémoire métaphysique. C'est le fœtus qui nous a appris ça. Il a dit, moi je relie les cellules, je relie les organes, mais à condition que je rentre dans un état de silence, immobile. Le feuillet mésodermique, c'est l'archétype de la reliance. Et vous voyez là la dynamique des 3 feuillets, c'est un mouvement. Et chaque fois qu'un feuillet rentre en mouvement, il rentre en résonance avec des formes géométriques sacrées. À tel point que nos organes, c'est de la géométrisation de l'espace. Et la reliance entre toutes ces formes vient de la conscience mésodermogène et dans l'embryon du feuillet mésodermique. Et vous voyez, tout ça, c'est démontré maintenant. On a une mémoire fœtale de reliance embryonnaire. Mais où est-ce qu'elle est maintenant, cette mémoire? Chez moi maintenant. Elle est où? Elle est nichée dans quel espace? J'ai besoin de me relier à moi-même. J'ai besoin de me relier à mon essence. J'ai besoin de me relier à ma nature transcendantale pour que le sens surgisse. Parce qu'il n'y a plus de sens, il n'y a plus de reliance. Et là, la forme géométrique a un potentiel de reliance infini, puisqu'il est relié, la forme, à l'onde. Et l'onde est spatiale. Et la spatialité, c'est de l'infinitude. Voyez, mes amis, là, les problèmes physiologiques, les problèmes de notre monde, les problèmes qu'on est en train de se créer à nous-mêmes par la projection mésodermogène perverse, et le fait d'être à côté de sa nature transcendantale et de ne pas jouer le rôle d'un vecteur connexionnel, parce que c'est ça ta mission dans ce monde, c'est de jouer un rôle connexionnel. Est-ce que maintenant, si je vous pose la question, est-ce que vous êtes en train de répondre à votre mission créationnelle? S'il y a quelqu'un qui souffre, qui a une pathologie, qui a des maladies, ça ne manque pas chaque jour. Et on a peur. La peur, mes amis, la peur. C'est quoi la peur? C'est quoi la peur? C'est une fréquence vibratoire aussi, qui va stimuler une rupture de la conscience mésodermogène. Il n'y a plus de reliance. Il n'y a plus de reliance. Et la peur, c'est une énergie tellement lourde qu'il va cristalliser une fragmentation. Et on cherche à compenser le potentiel fragmentaire par de la fragmentation. Quel est le processus qu'on utilise pour compenser la peur? Eh bien, on utilise l'analyse. Oh là, on va voir les analystes. C'est beau, c'est pas négatif.
Mais l'analyste va proposer une vectorisation de fragmentation, c'est-à-dire il va prendre la peur, la fragmenter. Au lieu d'avoir une peur, tu sors avec plusieurs peurs. C'est comme ça aussi que le diagnostic est fabriqué. Le diagnostic, c'est une fixité temporospatiale d'un état mouvant. Eh bien, cet état mouvant, s'il se fixe, eh bien, ça devient problématique. Tu rentres chez le médecin avec des petits symptômes mouvants, tu sors avec une maladie. Merci, Habib. C'est très beau, parce que c'est sa fonction. On a été formé pour trouver un nom à cet ensemble symptomatique. Mais la pire des choses, c'est qu'en général, le malade cherche quelque chose pour compenser sa peur via l'analyse qui augmente la peur. Je me réveille chaque jour, j'ai quelque chose qui bouge en moi, j'essaye de trouver la solution. Eh bien, la solution, mes amis, c'est le vrai problème. Si on abandonne ça, si on abandonne cette idée qu'il y a une solution, parce que la solution va se greffer dans le temporel, dans l'attente. Et l'attente, ce n'est pas quelque chose qui est réellement activé dans le corps. Dans l'ADN, il n'y a pas du temporel linéaire. Les travaux d'Étienne Guillet et de Pinel, Faubola l'a confirmé d'une façon simple. L'attente, mes amis, c'est une projection temporelle qui structure dans la conscience un état conflictuel. Quand tu attends, tu souffres. Tu es malade, tu attends la guérison, c'est là où tu es malade, quand tu attends. Imagine, dans le champ de tous les possibles, il n'y a pas d'attente. Tout est là déjà. Simplement, il faut savoir poser son regard. Oula! Dans l'approche matricielle, j'ai bombardé mes amis par cette phrase, il faut savoir poser son regard. Mais c'est un mot, c'est une phrase. On n'a pas une réalité intrinsèque, on n'a pas une méthodologie parce que l'homme cherche, souvent on cherche une méthodologie pour mettre en place cet élément fondamental qu'on appelle la solution. Imaginez, ensemble on va l'imaginer maintenant. On va rentrer dans cette petite impulsion qu'il n'y a pas de solution. Mon problème, je le vois, il n'y a pas de solution. Ah bon? Ah ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que moi, mon analyse émane du même processus qui a donné forme à problème. Si je prends les neurosciences, le circuit neuronal qui s'est cristallisé pendant des années pour fabriquer la maladie, c'est le même que je vais utiliser pour trouver la solution. Le paradoxe. Les neurosciences ont démontré ça. Si tu prends quelqu'un qui est malade pendant 20 ans, qu'est-ce qu'il a fait dans son cerveau, dans sa structure neuronale? Il a créé des circuits avec des réseaux, des ramifications énormes, jusqu'à ce que, avec le temps, ce circuit, ce réseau devient tellement ramifié qu'il va toucher des neurones avec des sécrétions, des opiacés endogènes, les endorphines, les encéphalines, c'est-à-dire une petite joie au niveau neuro-hormonal. La maladie chronique qui structure une hyper-ramification cérébrale peut engendrer une petite joie, les endorphines. Par conséquent, je ne veux pas guérir. Ça me fait plaisir, ça. Mais ben, je suis content. Ben, on assiste, les neurosciences évoluent d'une façon extraordinaire par rapport à ça. Imaginez que dans ton cerveau, il n'y a que des structurations figées, des dogmes, des croyances. Depuis notre enfance, la religion nous a bombardés par des circuits. Et comment retrouver cette beauté qui vient d'être annoncée tout à l'heure? Le nombre d'or, la perfection de l'humain. Et on est noyé dans des dogmes jusqu'à l'os. On ne peut pas vivre. Tu ne peux pas générer ce que tu ne possèdes pas. On est noyé dans les croyances. Et ces croyances, ce n'est pas quelque chose de métaphysique, c'est structurel, c'est anatomique, c'est physiologique.
une maladie qui va durer des années devient structurelle, physiologiquement, anatomiquement, par des circuits qu'on peut mesurer maintenant. Eh bien, il n'y a pas de solution. Mettre un autre circuit, oh là, Habib, oh, restructurer une autre donnée, un autre mécanisme, c'est-à-dire apprendre, réapprendre. Possible, possible. Mais le problème de nos structures engrammées, ce n'est pas parce qu'ils sont fortes simplement, ils sont transgénérationnels et même cosmiquement évolutifs. Je m'explique. Si tu as été éduqué dans un processus religieux, ben c'est de la phylogénèse, ça remonte à des milliards d'années. C'est-à-dire le petit embryon, il est conscient du mécanisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans un vortex, géométrie sacrée, via tout ce qu'on vient de dire à Habiba, il est rentré dans un vortex. Et en 9 mois, il a condensé le temps de 4 milliards d'années d'évolution, d'involution ou évolution, selon l'angle de vue. C'est-à-dire que l'état unicellulaire, l'état multicellulaire, l'état primitif, tout ça, c'est où maintenant? C'est dans notre corps. Toute la phylogénèse. Et la phylogénèse est marquée par un processus énorme qu'on appelle l'antagonisme, le conflit, la régression, la lutte, la fuite, l'inhibition, le plus fort qui gagne. D'abord, la phylogénèse, si tu prends quelqu'un qui est phylogénétique, il va épouser les données intrinsèques de la phylogénèse. C'est l'antagonisme, la lutte, la fuite, l'inhibition, les réactions de base de Henri Labourite qui sont maintenant dans le cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau phylogénétique. Et on possède tous ces mémoires. C'est-à-dire que dans ma vision actuelle, quand je perçois cette peur dans le monde phénoménal qui circule maintenant, la peur de manquer, la peur, la crise, la peur de tomber malade, la peur de tomber malade, par conséquent tu cherches les mécanismes pour ne pas tomber malade et tu aggraves la peur. Cette peur qui est individuelle va se connecter par un mimétisme de résonance avec la peur phylogénétique. C'est-à-dire, tu vas renforcer la peur avec 4 milliards d'années d'évolution. Tu sors avec une peur bien musclée, Habib. Énorme. Et cette mémoire, elle est en nous, cette mémoire. Elle n'est pas à l'extérieur. Moi, j'essaie de décrire tout ce qui est en nous. Et l'embryon ramasse, engramme, structure, vectorise ces mémoires. Donc on a 2 mémoires majeures ici. La mémoire de condensation temporelle, le vortex, 4 milliards en 9 mois, et la mémoire d'amplification phylogénétique des éléments lourds, la peur, la jalousie, le rejet, la lutte, la haine. C'est-à-dire ces fréquences qui sont lourdes et qui peuvent se mettre en résonance avec notre peur actuelle. Notre peur actuelle peut représenter 1/10. Et tout le reste, c'est une peur phylogénétique. Dans la phylogénèse, mes amis, quel est l'élément prépondérant? C'est la lutte, la fuite, l'inhibition d'action, certes, mais l'élément de base, c'est l'eau. La vie a pris forme dans l'eau. Le support, c'est l'eau. Le substratum, c'est l'eau. Et vous avez vu que quand Amer parle d'une réaction conflictuelle, qui est la base des processus néoplasiques, il a fait des scanners cérébraux, il a trouvé des œdèmes. C'est quoi un œdème? C'est de l'eau. C'est quoi l'eau? Eh bien, c'est le signe pathognomonique, c'est-à-dire spécifique, que l'homme qu'il a ce petit œdème cérébral a fait une régression phylogénétique. Il est descendu dans les phases phylogénétiques à la recherche d'une solution.
puisqu'un conflit demande une solution. Et souvent, on va faire appel à la régression phylogénétique pour trouver la solution. Et c'est là où le piège commence. La doctrine de Hammer ne peut s'expliquer qu'à travers la régression phylogénétique où l'élément O est dominant. C'est pour ça que nous, maintenant, on doit lâcher le regard de cette résonance phylogénétique. Et on va changer notre regard. On va le transformer vers le regard évolutif. On va quitter la matrice O pour se mettre dans la matrice feu et air. Comme disait le Christos, Habib. Il est temps de quitter la matrice O et de prendre la structure matrice feu. C'est ça le baptême. La colombe et l'eau, la transmutation. Quitter la phylogénèse, l'embryon, les phases conflictuelles, les phases animales, les phases régressives, et rentrer dans l'élan de l'être. Il faut qu'on rentre dans l'élan de l'être, Habibi. Comment faire? Comment faire? C'est ça le problème. On se pose la question de comment. Mais en réalité, il n'y a pas de comment, il n'y a pas de solution. Si on arrive à se structurer à chaque instant qu'il n'y a pas de solution, je vois le phénomène, j'arrête le processus analytique qui est régressif. Attention là, le processus analytique fragmentaire, analyse, c'est détruire la lumière réelle. Analyse, c'est fragmenter. Et là, tu descends vers la phylogénèse. Quand tu analyses, tu es dans la phylogénèse. Donc, tu récupères la matrice O. Tu es régressif. C'est ça le péché. C'est dans l'eau que tu peux pêcher les poissons. N'est-ce pas? Eh bien, si tu es dans la matrice O, tu n'as qu'à pêcher, Habib. Il faut quitter la matrice O. Retrouver sa nature spirituelle, le feu cosmique, l'éther, la transmutation, c'est là notre origine, c'est là notre phénoménalité, c'est là notre aspect, notre absoluité à retrouver sans se poser la question de comment ni de pourquoi. Aller vers l'être dans l'infiniment bref, faire des voyages dans l'infiniment bref, à chaque instant, il n'y a pas de solution. Bien sûr, je ne suis pas dans la dynamique de solution. Je suis dans l'impulsion de l'être qui n'a pas besoin de solution. Au-delà de la solution. C'est un peu métaphysique, certes, oui, Habib. Nos amis dans l'approche matricielle, ils utilisent des outils, soufis, védiques, hébraïques, pour rentrer dans cette interface, à travers la résonance subtile des sutras, des mantras, soufis, hindouistes, védiques, et pour réveiller le potentiel d'un voyage dans l'infiniment bref, pour réveiller la troisième couche, qui te dit, oh Habibi, viens, 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 il n'y a rien à chercher, tu as tout. Comment tu peux l'avoir? Comment tu as pu oublier ça? Tous les sutras se terminent dans le soufisme. Oh, oublieux, tu as tout oublié. Viens, viens. Viens vers moi parce que c'est en moi que la connexion au-delà de l'oubli va s'accomplir. L'oubli. Dans le soufisme, l'homme est appelé l'insan, qui est l'anagramme de Nisyan, qui est l'anagramme de l'oubli. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que tu vas recréer, tu vas retrouver, tu vas découvrir. Non, tu vas réveiller quelque chose qui est déjà en toi. Ce n'est pas une solution, ça. Une solution, c'est une attente temporelle cristallisée dans le conflit. Ok, mes amis, on va encore ajouter quelque chose là. Eh bien, je ne sais pas, parce que là, la vie, c'est l'ordre, la symétrie, le rythme. Le nombre d'or cristallise le rythme. Je vais vous donner un exemple. Imaginez cette salle. Quelqu'un, l'architecte, qui a créé, qui a mis en place le plan. Ici, il y a le nombre d'or, je le vois, je le touche, c'est beau. Mais imaginez l'architecte qui était derrière. Il a mis le nombre d'or d'une façon isolée dans un papier, mais sa conscience était phylogénétique, orientée vers la matrice O.
ce nombre d'or sera noyé dans la conscience de celui qui lui a donné naissance. Le nombre est neutre, c'est la conscience qui est active. Vous voulez poser des questions, mes amis? Il reste combien de temps, Habiba? Rien. Ah bah, il n'y a rien. C'est très bien, il n'y a pas de solution. Merci énormément, Aziz. Je ne peux rien ajouter à ce que vous avez dit.